Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel. Charlotte de Rouen. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal en français facile. Avec moi pour le présenter, Aurélien Devernois. Bonsoir Aurélien. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes et à tous. À la une, les États-Unis où les supporters de Donald Trump manifestent à Washington et dans plusieurs autres villes du pays. Ils parlent de vol électoral après la victoire du démocrate Joe Biden à la présidence. En Europe, les écoles fermées en Grèce et en Autriche pour tenter de freiner la propagation du Covid-19. En France, le pic de l'épidémie est attendu dans les prochains jours. Au moins 13 morts et des dizaines de blessés au Cachemire, des affrontements ont éclaté entre les armées indiennes et pakistanaises à la frontière. Et puis on ira à Lisbonne à la fin de ce journal pour parler football. La France affronte en ce moment le Portugal en Ligue des Nations. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné il y a un quart d'heure. Le journal En français facile. À Washington, les partisans de Donald Trump sont rassemblés en ce moment pour soutenir le président. Et de nombreux manifestants agitent des drapeaux Trump 2020. Ils protestent contre de présumées fraudes électorales, même si aucune preuve, aucun élément concret ne permet de valider cette thèse. Les résultats de tous les États américains ont désormais été annoncés par les grandes chaînes de télévision. Le démocrate Joe Biden remporte 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant. Mais rien n'y fait, ces supporters de Donald Trump estiment être victimes d'un vol électoral. Écoutez. C'est à la Cour suprême de décider, pas aux médias menteurs. Rien à foutre des élections, le scrutin a été truqué, la Cour suprême doit statuer, je n'ai pas confiance dans les urnes. Je fais confiance à la Cour suprême et à Donald Trump. Si la Cour suprême décrète que Joe Biden est président, nous réélirons Donald Trump en 2024. Je pense qu'il y a eu des fraudes, je pense que Donald Trump l'a emporté dans un raz-de-marée. Ils ont compté des bulletins truqués et je suis sûre qu'on va le découvrir. Je veux juste la vérité, mais au fond de mon cœur, je suis persuadée qu'ils ont triché. Ma famille vient de Cuba et nous savons à quoi ressemble le communisme et cela est en train d'arriver ici. Mais on ne se laissera pas faire, c'est pour cela qu'il y a un mouvement comme celui-là. On n'a pas vu ça depuis longtemps, mais nous sommes là, le peuple américain a parlé. Des propos recueillis par notre correspondante à Washington, Anne Corpet. Et Donald Trump l'a dit hier, il n'imposera pas de nouveaux confinements. Et pourtant, le nombre de cas de Covid-19 explose aux États-Unis. La ville de New York a donc décidé de fermer les écoles publiques pour ralentir la propagation du virus. En Europe, la Grèce et l'Autriche ont également décidé de fermer leurs écoles. Au Portugal, un couvre-feu le week-end est entré en vigueur ce samedi. Et en France, le Premier ministre prévient, il va falloir vivre avec le virus sur le temps long. Ce sont les mots de Jean Castex. Le virus qui circule donc toujours activement en France, mais les épidémiologistes évoquent une petite lueur d'espoir avec un léger recul de la circulation du virus. Il y a globalement moins de contamination cette semaine. Mais le pic de l'épidémie est prévu pour les jours qui viennent. Écoutez les explications de Jérôme Marty, médecin généraliste à Fronton, près de Toulouse. C'est pas du tout contradictoire puisqu'on sait qu'il y a un décalage d'environ 3 semaines entre les cas et les hospitalisations et un peu plus même pour les réanimations. Donc quand vous commencez à avoir une diminution du nombre de cas, vous avez encore une inertie de 3 semaines où ça va continuer à monter pour tout ce qui est hospitalisation et réanimation, ce qui explique que le pic est devant nous même si les chiffres sont en train de passer à l'orange. Le référentiel que l'on a, c'est la première vague. En première vague, on sait qu'on a eu un plateau qui a duré pendant plusieurs semaines avec une baisse lente du nombre de cas, du nombre d'hospitalisations et puis ensuite ça s'est accéléré. Là, on risque d'avoir un petit peu le même schéma, en sachant qu'en plus, le taux de doublement était plus lent cette fois. On rappelle qu'en première vague, c'était tous les 3 jours que cela doublait, alors que là, c'est plutôt tous les 10 jours. Donc, ça veut dire que si le plateau il va sans doute durer plus longtemps que ce qu'il avait duré lors de la première vague, ce qui est un petit peu inquiétant pour l'épuisement de nos personnels de soins et la prise en charge des patients, puisqu'on sait que même si vous n'avez pas 100% des lits pris par le Covid, vous avez une forte tension en réanimation, puisque pour cette fois-là, on n'a pas déprogrammé toutes les opérations et toutes les prises en charge des autres pathologies.
Des propos recueillis par Laurence Théo et l'Agence européenne du médicament, elle prévoit de donner un avis favorable à un premier vaccin contre le nouveau coronavirus d'ici la fin de l'année. Et si tout va bien, la distribution commencera en janvier et les premiers effets sur la propagation du virus seront visibles à l'été. De violents affrontements entre l'Inde et le Pakistan. Des bombardements et des échanges de coups de feu le long de leurs frontières contestées au Cachemire. Plusieurs militaires et civils ont été tués des deux côtés. Les précisions de Combastin. C'est le plus grave affrontement entre l'Inde et le Pakistan depuis le début de l'année. De nombreux militaires et civils ont été tués ce vendredi dans le Cachemire après des échanges de feu entre les ennemis jurés. Le Pakistan déclare avoir perdu un seul soldat lorsque l'armée indienne affirme en avoir abattu une dizaine. Côté indien, 5 militaires ont officiellement trouvé la mort. Plusieurs civils ont également été tués ou blessés des deux côtés. Difficile comme souvent le long de cette frontière contestée de savoir ce qui a mis le feu aux poudres. Selon l'armée indienne, l'affrontement a commencé après qu'elle a repéré des mouvements suspects de l'ennemi. Le Pakistan aurait alors initié une violation du cessez-le-feu dans plusieurs secteurs. Les forces indiennes ont ensuite répliqué, visant des dépôts de munitions ou des bunkers. Sur plusieurs vidéos, on peut voir des structures militaires pakistanaises en feu après les tirs de missiles indiens. Les forces de sécurité indiennes avaient déjà tué 3 terroristes la semaine dernière suite à une tentative d'infiltration. Plus de 4000 violations de cessez-le-feu ont eu lieu en 2020 selon l'armée indienne. Combastin, Bangalore, RFI. Au Sahara occidental, les combats se poursuivent. C'est ce qu'affirme le Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui. Hier, les autorités marocaines ont annoncé avoir lancé une opération militaire dans la zone tampon de Guerguerat pour rouvrir la route conduisant vers la Mauritanie voisine. C'est donc à l'extrême sud de ce territoire disputé, un territoire au statut indéfini. Ce soir, la Mauritanie indique une reprise du trafic routier à sa frontière. Et ces tensions entre les autorités marocaines et le Front Polisario proclamées inquiètent, Charlotte. Oui, elles inquiètent notamment l'ONU, mais aussi l'Espagne et la France qui suivent de très près ce dossier. Au Mali, le corps de l'ancien président Amadou Toumani Touré est arrivé à Bamako. L'ex-chef d'État est décédé dans la nuit de lundi à mardi en Turquie où il était soigné. Des obsèques nationales sont prévues mardi. Du football, à présent, la France rencontre le Portugal ce soir à Lisbonne. C'est l'avant-dernière journée de phase de groupe de la Ligue des Nations. Le vainqueur du match sera qualifié pour la phase finale de la compétition prévue en octobre. Antoine Grenier, vous êtes sur place pour RFI. Antoine, où en est-on ? On en est à la 23e minute de jeu. Aurélien est toujours 0-0 entre le Portugal et les Français. Les Portugais qui viennent d'obtenir un très bon coup franc aux abords de la surface d'Hugo Lloris. Coup franc très intéressant à suivre, surtout pour Cristiano Ronaldo. Il adore ces situations-là. L'attaquant de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, qui a allumé la mèche. C'est-à-dire, c'est une métaphore pour dire que c'est lui qui s'est créé la première occasion du match dès la 6e minute. Première accélération, première occasion, frappe sèche et Hugo Lloris était sur la trajectoire du ballon. Mais les Français n'ont pas fait que subir dès la 10e minute. Kingsley Coman a répondu en rentrant dans la surface de réparation et en frappant, mais le gardien portugais Rui Patricio était vigilant et a sorti le ballon en corner. Le coup franc est joué par Cristiano Ronaldo, la frappe directement dans le mur, il a une deuxième chance, l'attaquant portugais, ça sort, ça passe à côté, début gardé par Hugo Lloris. Je vous disais, les Français n'ont pas fait qu'être dominés dans ce début de rencontre. Kingsley Coman à la 10e minute et surtout Anthony Martial à la 12e qui lui aurait dû marquer sur une passe lumineuse de Antoine Griezmann dans la surface. Mais l'attaquant de Manchester United a buté sur la très bonne sortie de Rui Patricio. On en reste donc pour l'instant à 0-0 entre la France et le Portugal. Je vous rappelle que le vainqueur du soir serait qualifié pour la phase finale de cette Ligue des Nations. Donc attention aux Portugais côté français.
Merci beaucoup Antoine Gronier, vous étiez en direct de Lisbonne. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci Aurélien de m'avoir accompagné. Merci Charlotte. Et merci de votre fidélité à RFI.